Pourquoi on n'a pas beaucoup de millionnaires, de vrais millionnaires dans le pays? Comment on devient riche au Congo? Comment on réussit? Quels sont les principes de réussite au Congo ou en Afrique ou partout? Il faut que quelqu'un le dise, il faut que quelqu'un le porte. Moi, je suis pas les gens qui disent « Ah, réussir, c'est pas financièrement. » Réussir, c'est aussi financièrement. Okay. Combien tu veux gagner d'ici 5 ans? J'ai dit 2 jours de formation, 2400 $. Et je regarde mon salaire. À l'époque, c'était 4 fois mon salaire. C'est là où que j'ai compris que le coaching n'est pas pour le pauvre. Okay. Le coaching est pour les riches. J'ai réussi à lever 250 000 $ en 6 mois. Un de mes associés a disparu avec une partie de l'argent. Wow. Ça fait sombrer l'entreprise. J'ai plongé dans la dépression. J'appelle mon pasteur. J'ai dit, prends soin de ma femme, prends soin de ma fille. Un de mes anciens employés me fait un SMS. Dit, coach, je sais pas ce que tu vis, mais tout ce que je peux te dire, reste en vie. Et cette phrase a tellement résonné fort dans mon esprit. Bienvenue à tous, fidèles téléspectateurs d'Aimer ta raconte. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui encore, nouvelle histoire, nouvel invité. Qui est-il? Pourquoi il est là? C'est quoi son histoire? Nous allons ensemble le découvrir. Bonjour coach. Bonjour, bonjour Deborah. Vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Et Nous toi, sommes très heureux, ça va. Nous sommes très heureux de vous avoir sur les plateaux. Alors, vous pouvez vous présenter d'abord pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je suis Christian Chika, business coach, entrepreneur, conférencier motivateur depuis 10 ans. J'accompagne les professionnels et les entrepreneurs à lancer et à développer leur business. Ok. C'est vrai qu'on voit le coach sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va essayer un peu de comprendre l'histoire derrière votre personne, cette personne qu'on voit très confiante sur les réseaux en train d'enseigner le business. Où tout cela a commencé? Depuis 2011-2012, j'étais étudiant en médecine. Et là, j'ai été en contact avec les formations, les enseignements sur la découverte de soi. Et j'ai commencé en fait ces voyages en moi-même, en me posant plusieurs questions. Est-ce que j'étais fait pour faire la médecine? C'était quoi ma raison d'être? Et voilà, pourquoi je vivais? Et ben, au bout d'un temps, je trouve finalement des réponses, une conviction née dans mon cœur. Le problème n'était pas la médecine, le problème c'était moi en fait. Jusqu'où je voulais être épanoui, jusqu'où je voulais libérer les talents et le potentiel qui était en moi. Donc là, je découvre que la direction que je voulais donner à ma vie, c'était pas être médecin. Lorsque je me projetais à 5 ans, 10 ans, je ne voyais pas être médecin. Je me voyais en train d'aider d'autres personnes à s'accomplir. Je trouvais beaucoup plus de joie, beaucoup plus de plaisir en travaillant avec d'autres personnes à se découvrir. Alors à l'époque, je connaissais pas qu'il existait le métier de coach. À l'époque, tout ce que moi je cherchais, c'était justement ma paix. Ce que je voulais, voilà, je voulais me sentir bien dans ce que j'étais en train de faire. Et c'est la joie, c'est la satisfaction intérieure que je ne trouvais pas en médecine. C'est là que je me décide d'arrêter mes études de médecine. Et allez, comme on est chrétien, j'ai prié, j'étais convaincu finalement de pouvoir arrêter mes études. Mon père n'était pas d'accord. Okay. Ma mère n'était pas d'accord. Ma famille n'était pas d'accord, mes amis n'étaient pas d'accord. Et là, j'ai quand même pris les risques. Voilà. Et j'ai commencé à organiser des séances. Je me suis dit, beaucoup de personnes souffrent de ce dont moi j'ai souffert. Alors, ce que je vais faire, je vais organiser des sessions, partager tout ce que je lisais. Je vais le partager à d'autres personnes. Je vais rendre ça accessible parce que je me rendais compte qu'autour de moi, les gens n'étaient pas suffisamment assez informés sur le leadership, le développement personnel, la découverte de soi, avoir une vision, se fixer des objectifs. J'avais des amis, personne n'en parlait. Et je me suis décidé d'organiser des conférences dans les salons de mes parents. Ah, ok. Et tout a commencé là. À l'époque, j'avais un petit téléphone. J'active des SMS à l'époque, 25 unités, tu avais 250 SMS. J'envoie des SMS à tous mes contacts. C'était un dimanche, après, en soirée. Je lui dis, venez, dès 17h, je vais vous parler, je crois que c'était parler de la vision. 17h30, il n'y avait personne. Okay. 17h50, il n'y avait personne. 18h juste, il n'y avait personne. Et là, je commençais à me déshabiller, j'ai enlevé mes chaussures. Et 18h30, il y a une première personne qui arrive. Je dis, ah ouais!
Ça a déjà commencé? J'ai dit, en fait, t'es la première. Ok. 18h35, il y avait une deuxième, 36, une troisième, et finalement, j'ai 10 personnes qui sont venues, Ok. et j'ai parlé. Et puis quand je finis, tout le monde, ah non, est-ce que tu peux pas refaire? Est-ce que je peux pas refaire? Et puis je commençais à enchaîner, des dimanches en dimanche, et jusqu'à ce qu'au bout de 6 mois à 11 mois, j'avais une centaine de personnes dans les salons de mes parents ne pouvaient contenir que 50 personnes. Donc j'avais 50 personnes à l'intérieur et 50 personnes à l'extérieur. Et tout a commencé là, j'ai dit, ah ouais, les gens peuvent être autant intéressés. Mhm. J'ai dit, alors maintenant, comme j'étais à Massina, j'ai dit, bon, maintenant là, je vais sortir, aller faire des conférences en ville. Ok. Là, c'était payant ou gratuit? Non, c'était gratuit, Ok. complètement gratuit. Et d'ailleurs, quand j'ai raté mes études, mes parents ne me donnaient plus l'argent. Ah, Donc, mon père ne voulait plus payer mes études, donc j'étais là. Mhm. C'est tout ce que je faisais. Et un ami m'a posé la question, mais finalement, comment tu vas vivre? Mhm. J'ai dit, ben, je sais pas. Il m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ce que tu fais, sans être professeur, sans être pasteur, et qui vit de ça? C'est là que je commençais à faire des recherches. Mhm. Je commençais à faire des recherches, je suis tombé sur Miles Monroe, je suis tombé sur John Maxwell, je suis tombé sur des coachs, notre pays, aux États-Unis en particulier, au Canada et en France. Alors j'ai dit, mais on peut en faire une carrière. Ok. Et on peut gagner un peu d'argent derrière. J'ai dit, ok, je vais commencer à construire ma carrière. Parce que moi, au départ, tout ce que je voulais faire, c'est de partager. Mhm. C'est tout ce que je voulais faire. C'est tout. Et là, j'ai dit, bah, ok, je vais tenter de faire quelque chose. Et concours de circonstances, je tombe sur une amie, Annick, qui me dit, ah, Christiane, j'aime bien ce que tu fais, mais est-ce qu'on peut pas le vendre? J'ai dit, écoute, moi, je reste à Massina, je suis pas connu, j'ai à peine 1000 abonnés sur les réseaux sociaux. Ben, finalement, je dis, écoute, ce qu'on va faire, et créer un projet, on va faire une conférence dans une université. Mhm. Et moi, je vais chercher des sponsors. Là, chercher les sponsors, finalement, on tombe sur, allez, si tu permets de citer les noms, sur une société des télécommunications qui décide de nous faire confiance. Ok. Et dans le projet qu'on avait fait entrer, on a dit, on va réunir 500 personnes. Ok. Alors l'entreprise nous dit, si vous réunissez 500 personnes, parce que vous allez parler de leadership, de vision, moi, je vais vous donner 1000 $. Ok. Donc, il n'a pas donné l'argent avant. Mhm. Ok, on s'est battu. On arrive, la conférence devait commencer à 12 heures. À 11 heures, on arrive à l'université. Le secrétaire général refuse de nous donner l'autorisation finale. 11h30. 11h50, on n'avait pas toujours des salles. 12h, on n'avait pas toujours des salles. 12h30, on n'avait pas toujours des salles. J'ai dit à Annick, on annule. Il m'a dit non, allons le voir. On l'a vu finalement, on l'a expliqué, dit 13h. J'ai dit, est-ce que les gens viendront? Annick, on va rater les 1000 $. Et finalement, 14h, on a l'autorisation. Et on avait une équipe à l'époque, une équipe de communication des étudiants. Ils disent, Christiane, on va le faire. Ils sont partis chercher les étudiants dans les autres auditoires. Et finalement, au bout de 14h50, on avait 500 personnes dans la salle. Ok. 500 juste. Oui, plus. Ok. C'était un grand auditoire à l'INBTP. Et on a fait la conférence. Et à la fin, les sponsors nous ont donné 1000 $. Et quand Annick m'a amené l'argent, je dis, ah ouais, est-ce que je peux me faire un peu d'argent avec ce que je fais? Sans le fait de me tenir devant les gens et parler. Et voilà, c'est un peu ça l'histoire. Ok. Mais après, si je comprends bien au début, votre vision, vous, elle n'était pas très claire. Pas du tout. Ok. C'est venu avec le temps, Exactement. en train d'enseigner les gens. Mais après, si surtout les premières personnes qui ont assisté aux conférences, ils se sont pas dit, attends, toi, tu vas m'enseigner la vision, ta vision n'est même pas claire, tu étudies. Il n'y a pas eu des gens comme ça? Ah non, à l'époque, je disais déjà aux gens, on est tous dans le parcours, en fait. C'est que, n'attendez pas que je vous dise que je suis arrivé. C'est comme si j'ai découvert un trésor, et je prends le trésor, je m'enrichis, et puis je vous dis, ah non, j'ai dit, moi, j'ai découvert le trésor maintenant. Et je veux qu'on le découvre ensemble, et qu'on grandisse ensemble. C'était ça, en fait, ce que je disais aux gens. Je dis, ce qui est sûr, si on applique ce que je partage avec vous, ce que j'ai découvert, je suis sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, et effectivement, beaucoup de gens qui ont assisté à mes conférences aujourd'hui, ils sont là où ils s'étaient dit d'arriver. Ok. Et votre vision, vous, elle a été bâtie quand vous avez commencé à voir d'autres modèles à l'extérieur. Exactement. Mais vous n'avez pas eu du mal à adapter ça avec notre système ici parce que le système n'est pas le même, la mentalité, tout ce qui va avec. Il y a eu une difficulté à inculquer ça aux gens?
Parce qu'il faut dire que le métier de coaching, encore jusqu'à aujourd'hui, il est pour certains dévalorisé. Ils disent, ben, là-bas, on nous vend du rêve, je n'irai pas là-bas. Mais 10 ans en arrière, comment c'était? Alors, n'est pas valorisé, je pense qu'incompris jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, c'était encore pire. Parce que je suis content parce que de plus en plus, les gens parlent de coaching, les gens parlent d'accompagnement. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui de leadership et tout, des visions, des développements personnels. À l'époque, déjà que moi, je ne savais pas que je devais être coach, déjà. Et en fait, le coaching est venu parce que quand je finissais mes conférences, les gens me posaient la question, « Ah, c'est bien ce que tu as dit, mais comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu ne peux pas nous aider ?» Je dis, bon, mon travail, c'est de vous parler et que chacun aille se débrouiller. Et c'est là vraiment, je commence à poser des questions. Mais comment on fait pour aider les gens? Comment est-ce qu'on fait pour accompagner les gens? C'est là maintenant, avec la force des recherches, et je tombe maintenant sur le métier de coach, de coaching, et voire même arriver à pouvoir structurer ma carrière en tant que conférencier motivateur. J'ai dit souvent, genre, moi, je suis pas motivateur, je suis conférencier motivateur, c'est différent. C'est différent. Donc, vous nous expliquer la différence. Voilà, je vais arriver. Donc, c'est là, déjà à l'époque, ils me disaient, ah, tu fais quoi dans la vie? Je suis coach. Coach, ça veut dire. Les gens ne comprenaient pas. Alors, je suis conférencier motivateur. Tu fais quoi exactement? Il y a même des gens qui me disent, quand je finis, ah, tu fais, ah, oui, je me présente, je suis coach, tout ça. Je dis, ok, mais tu fais quoi dans la vie? Je dis, mais je suis coach. Non, tu fais vraiment quoi? Donc, les gens ne comprenaient pas. Et je pense qu'avec le temps, 10 ans après, je disais, déjà à l'époque, je disais aux gens que d'ici 5 ans, les gens vont commencer à apprécier, les gens vont commencer à aimer. Et aujourd'hui, je suis fier parce que beaucoup de gens sont fiers de s'appeler des coachs ou d'être des coachs. Voilà. Bon, malheureusement, c'est pas toujours structuré. Donc, aujourd'hui encore, les gens, c'est encore un métier qui est incompris. Pourquoi? Parce que c'est lié à notre culture, en fait. L'Africain a du mal à maîtriser ce qu'on appelle l'intangible, l'information, la connaissance. L'Africain veut du concret. Et pourtant, c'est pas le concret qui crée, c'est l'intangible qui crée le concret. C'est qu'on prend beaucoup de temps pour atteindre un certain résultat. Pourquoi on n'a pas beaucoup de millionnaires, de vrais millionnaires dans notre pays? Parce que tout le monde travaille. La manière dont chaque personne se réveille le matin, je suis entrepreneur, je fais ceci. Et les gens qui gagnent vraiment de l'argent dans leur business sont vraiment à compter du doigt. Pourquoi? Parce que l'Africain ne comprend pas la puissance de l'intangible, la puissance de l'information qui change, qui transforme. C'est ça le problème de l'Africain. Par contre, ailleurs, les gens veulent avoir de l'information, veulent connaître le comment on y arrive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi on n'a pas des riches aujourd'hui qui transmettent? Parce qu'ils disent, moi je l'ai fait. Les gens ne savent pas. Ailleurs, quand tu atteins un résultat, tu veux le partager. Je dis, mais comment je peux avoir le résultat? Il commence à chercher le principe, ensuite, il devient conférencier, il devient coach et il le partage. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment lié à la culture et que les gens n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui. Mais je pense que, alors, laissons-nous encore 5 ans, 10 ans. Là, je serai déjà vieux. Mais je pense que les gens auront le temps de comprendre. J'ai déjà beaucoup de questions, mais j'y vais mollo. Vous parlez un peu du métier de coaching qui est incompris. Vous êtes marié? Ça fait combien de temps? 6 ans. 6 ans. Ok, j'imagine votre femme qui part dans la belle famille. En fait, il y a quelqu'un qui va venir. Il fait quoi dans la vie? Il est coach. Il est coach de quoi? Coach sportif? Comment c'était en fait? Alors, c'était compliqué. Et oui, en fait, ma belle famille pensait que je n'avais pas de travail en fait. D'abord, on commence par la rencontre. Comment vous vous rencontrez avec la femme? Alors, ma femme, c'était déjà mon amie. Déjà à l'époque, quand j'ai décidé d'arrêter mes études de médecine, parce que j'ai étudié avec mon épouse en 6e des humanités, on a fini ensemble, elle est partie à l'UNIKID, moi je suis parti à l'UPC. Et quand j'ai décidé d'arrêter mes études, j'avais une copine à l'époque. Et déjà qu'à l'époque, mon père m'a dit, si tu arrêtes tes études de médecine, tu arrêtes de mon fils. Donc c'est ce que je fais, c'est ce qu'elle a fait. Et j'avais une copine à l'époque, elle me dit, si tu arrêtes tes études de médecine, j'arrête aussi avec toi. Ah, d'accord. Donc c'est ce que je fais et ce qu'elle a fait. Et ma femme était mon amie à l'époque. Et je pars la voir, je lui dis, écoute, regarde. Elle me dit, Christian, je ne sais pas ce que tu veux faire et ce que tu fais de ta vie. Mais tout ce que je peux te dire, je suis là, je te soutiens. Alors aujourd'hui, c'est ma femme. Ok. Comment les statuts changent des amis à femme? Alors, le statut est venu plusieurs années après. Okay. Parce que, allez, moi, j'étais en train de chercher à avoir une nouvelle relation. Elle était déjà dans une relation qui évoluait très bien. Mais à un moment donné, sa relation n'a pas marché. Et moi, toutes les relations aussi ne marchaient pas. Ben, finalement,
en cherchant la femme de ma vie, je me dis, mais elle est là. Ok. Donc, je pars lui proposer. Elle me dit non. Elle me dit, on est amis. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ok. Parce qu'on était vraiment amis. Qu'est-ce que les gens vont penser? J'ai dit, bon, ok, c'est pas grave. Alors, lorsqu'elle sort de sa relation, donc je lui dis, écoute, quand tu voudras envisager de commencer une nouvelle relation, donc mets-moi sur la tête de liste. Ok. Mhm. Donc, après un certain temps, je rentre encore. Est-ce que tu prends le temps de réfléchir sur ma proposition? Elle me dit, Christelle, ça ne marchera pas. Je préfère qu'on reste amis. Je ne veux pas qu'on brise notre amitié. J'ai dit, oui, mais quelque chose doit évoluer. Donc, ça a pris, je pense, 5 à 9 mois. Donc, finalement, elle était en retraite dans son église, parce qu'on était dans la même église. Alors, moi, je vais quitter l'église. Je reviens spécialement dans cette retraite-là, justement pour la voir. Et puis, je lui ai dit, écoute, je suis venu pour que tu me répondes. Finalement, elle me dit, ben, ok, j'accepte. Ok. On va voir jusqu'où ça va arriver. Donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé. On a fait 2 ans, de relation. Et quand on a officialisé au niveau de la famille, on a fait combien? 6 mois, 1 année, on se marie après. Vous avez dit à la belle... Enfin, elle est allée dire dans sa famille que celui qui veut m'épouser est coach. Oui. Ça se passe comment? Et puis, ça m'a dit, mais il n'a pas le travail. Alors, en fait, alors, une partie de mon histoire, c'est que je travaillais à l'époque. Ok. Donc, entre 2014 et 2017, j'étais chef de service finance dans une entreprise. Parce que quand j'ai arrêté mes études de médecine, je suis allé faire des études, tout ce qui était finance. Donc, j'ai fait les finances, j'ai fait une certification en leadership et en transformation de conflits. Je suis revenu, j'ai fait une certification en entrepreneuriat. Bon, j'ai dit tout ça parce que les gens te posent toujours la question, quelle formation tu as fait? Est-ce que les coachs ont fait une formation ou pas? Donc, j'ai beaucoup étudié. Donc, bref. Donc, après ça, je me retrouve dans une entreprise pour faire un stage dans le finance. Donc, du coup, j'évolue rapidement jusqu'à devenir chef de service finance dans cette entreprise. Donc, je travaille pendant 3 ans dans cette entreprise. J'économise. En 2017, j'ai décidé de démissionner pour ouvrir mon premier cabinet de coaching. Donc, alors, quand je démissionne, quand je démissionne, c'est à ce moment-là que je lance officiellement ma carrière de coach et tout ça. C'est à ce moment-là, maintenant, on commence à préparer le mariage. Donc, du coup, sa famille dit, mais il n'a pas le travail, comment vous allez faire pour vivre? Je disais, mais je suis coach, c'est tout ce que je veux faire pour l'instant. C'est mon travail. Donc, de 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est tout ce que je fais, coach, formateur et des conférenciers. Et comment ça se passe, le métier du coaching? Il y a de l'argent dedans? Moi, je suis un peu... Les questions sont... Je pense que je fais quand même partie des rares coachs qui rentabilisent leur métier. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas et ce que je n'enseigne pas encore, que je voudrais bien enseigner, et que le coach actuel ne vienne pas chercher l'information. Désolé, j'en profite de ton émission pour... Oui. Parce que être coach, c'est être entrepreneur. Parce que tu dois apprendre à vendre. Parce qu'il ne suffit pas aux gens de dire aux gens, je suis coach, je veux vous aider, vous avez des problèmes, tout ça. Et beaucoup de gens ne savent pas structurer ce qu'on appelle leur offre. Parce que en tant que coach, tu dois avoir une offre. Et ton offre doit être précise. Et ton offre doit identifier un des problèmes majeurs de ton client. Et déjà, pour que tu puisses finaliser ton offre, tu dois connaître ton client. À l'époque, je ne gagnais pas de l'argent. Pourquoi? Parce que je me disais, je veux aider les gens. Non, tu vas jamais réussir en tant que coach si tu te dis seulement je veux aider les gens. Tu peux pas aider tout le monde. Il faut que tu définisses c'est qui ton client. Oh non, moi je veux travailler avec les jeunes. Tu vas être pauvre en travaillant avec les jeunes parce que les jeunes n'ont pas d'argent. Et comment tu vas faire? Donc, tu dois créer ton modèle économique derrière. Donc moi j'ai compris que l'impact de ce que je voulais dire, de ce que je voulais faire. Au début, je commençais à travailler avec les jeunes. Mais à un moment donné, comme tu le sais, donc je me suis marié, il y a ma fille qui devait venir. Bon, finalement, on commence à réfléchir, on dit, oh, en même temps, j'ai de l'expérience aujourd'hui, je peux véritablement aider les gens. C'est là où que j'ai compris que le coaching n'est pas pour le pauvre. Le coaching est pour les riches. Quand je dis riches, c'est pas ceux qui ont de l'argent. Mais ce qu'ils veulent, c'est développer. Parce que pour prendre un coaching, ça ne demande pas de l'argent. Ça demande de la volonté et une vision de quelqu'un qui veut. Pour preuve, même ceux qui ont de l'argent ne prennent pas le coaching. Donc, quand quelqu'un me dit, ah, je n'ai pas d'argent pour prendre le coaching, ce n'est pas une raison. Parce que si on te dit maintenant là, et qu'on va mettre un visa sur ton passeport, et que tu n'as pas de passeport, tu dois l'avoir en 24 heures, tu feras tout pour trouver l'argent, avoir ton passeport en 24 heures. Donc, ce n'est pas un problème de ne pas manquer de l'argent, c'est un problème de pouvoir avoir cette capacité de pouvoir se surpasser pour atteindre un objectif. Moi, plusieurs fois, j'ai sacrifié mon salaire, tout un salaire pour payer un coach pendant 4 jours, des séances d'1 heure.
Donc, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, c'est possible de rentabiliser son métier de coach, mais il faut savoir comment s'y prendre. Donc, je disais, il faut que tu comprennes à qui tu veux parler. Alors, moi, je travaille avec qui? J'ai dit, je travaille avec les entrepreneurs et les professionnels. Mais je travaille avec... Il ne suffit pas que tu travailles pour que tu travailles avec moi. Si tu me dis, ah non, moi, on me paye $300, tu n'es pas de mon profil parce que déjà, mon coaching est au-delà de $300. Ah, ok. Donc, du coup, j'aurais du mal à te vendre mon offre. Parce que si je te dis mon coaching coûte autant, tu vas dire, ah, c'est cher. Donc, moi, je ne vends pas aux gens qui me disent que mon coaching coûte cher. Au-delà de $300, c'est combien? Ouais. Ben, écrivez-moi une inbox. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Donc, aujourd'hui, il faut collaborer avec les entrepreneurs, les... Et les professionnels. Et depuis 2 ans, je ne travaille que avec les entreprises. Là, maintenant, je reprends de travailler avec des individus. Donc en tant que formateur, j'ai l'opportunité de travailler avec de grandes sociétés aujourd'hui. Vous pouvez citer certaines sociétés? Je travaille avec Rossure, je travaille avec Enabel, je travaille avec Labra Congo. J'étais coach à Labra Congo, j'ai coaché tout le gros distributeur de Labra Congo. J'étais à la Rossure, donc j'ai coaché tout le responsable en prise de parole en public. J'ai formé tout le responsable de Labra Congo en gestion de changement. Alors j'ai sillonné un peu de province, donc je fais le tour avec Enabel pour former les employés de Enabel. En fait, c'est la coopération belge. Et des structures aussi me recrutent pour travailler pour eux. Okay. Donc dans différentes entreprises, je travaillais pour IRC, International Rescue Committee. Donc bref. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. En fait, je réponds à cette question justement parce que beaucoup de gens ne savent pas l'impact en fait. C'est pas parce que toi tu comprends l'impact que voilà pourquoi j'ai dit que le coaching c'est pas pour le pauvre. Bon, j'insiste, pauvre, ça veut dire que tu n'as pas d'argent. Donc tu peux avoir de l'argent mais être pauvre en esprit, tu vois. Donc c'est ça. Donc tout ce que je peux faire un peu lâcher un peu de punchline dans toute émission. Toutes les personnes qui disent que le coach ne font rien en fait, ils sont pauvres. Ok. Donc on peut dire aujourd'hui que votre métier du coaching, vous vous retrouvez dedans. L'un de rares. Okay. Je connais aussi d'autres qui gagnent de l'argent, donc je peux le citer si tu veux. Bon, non, ça va. Alors, là, vous nous citez les grandes entreprises avec lesquelles vous avez collaboré. J'imagine que ce n'était pas facile. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Et surtout, vous pouvez nous raconter comment c'était la première fois que vous gagnez votre gros poisson, si on peut appeler ça comme ça. Alors, c'était en 2016. Ça, c'était avant que je démissionne même de mon travail. Un ami m'envoie une offre, IRC, International Rescue Committee, cherchait un formateur en prise de parole en public qui allait former tout le responsable de la société civile. Et j'étais jeune à l'époque, très jeune d'ailleurs. Il m'envoie l'offre, je postule. Je suis comme ça, je lis, je tape, je mets les infos, je reprends mon CV, je postule. IRC m'appelle. J'arrive pour l'interview. L'équipe qui devait m'interviewer, j'arrive, déjà, ils ne me reconnaissaient pas parce qu'ils croyaient que Christine était une femme. Donc, j'arrive, un jeune là qui arrive, il passe, et je dis non, il dit, ah ouais, c'est toi? Ah, oui, c'est moi, ça c'est la première personne. Deuxième personne, ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Et je vois quelqu'un sortir du bureau, de regarder, parce qu'on a dit, mais les gars, là, je lui ai dit, ok, on va quand même l'écouter. Et ben, je passe l'interview, me pose des questions. Et finalement, je dis, bon, ok, on va lui donner sa chance. J'arrive à la formation. Je vois de vieux papas entrer. Il y avait même une femme qui avait 60 ans. Okay. De vieux papas entrer. Un premier monsieur qui arrive, et moi, j'étais en train de préparer mon ordinateur et tout. Elle me dit, ah, bonjour, ça va, le formateur n'est pas encore là? J'ai dit, non, il va arriver. Ben, ok. Bien, finalement, l'équipe de IRC arrive. Ah, voilà le formateur. Il y avait une trentaine de personnes. Donc, 5 personnes se sont levées et sont parties. Okay. 5 papas. Tu imagines le choc? Ouais. Tu fais quoi? J'ai dit, ben, ok, ça commence bien. Il y a la boss de IRC qui arrive. Une blanche. Je vais la voir. Elle regarde l'équipe, elle fait sortir l'équipe. Je dis, mais c'est qui là? J'ai dit, ok. Et le stress était là. Et ben, tu sais quoi, je l'ai fait. Ok. Je l'ai fait. Ils ont apprécié. C'était des journées de 8h à 16h.
c'était 2 jours de formation. Quand j'ai commencé, j'ai donné un exercice qui les a tous mis KO. Un exercice de prise de parole en public. C'était quoi l'exercice? En fait, j'ai donné à chacun un sujet et de passer devant et de parler. Et je suis en train de corriger chacun, en fait. Donner, voici ce que toi tu dois améliorer, voici ce que tu peux faire. Et ça, c'était juste extra. Et je finis de 2 jours et je refais les mêmes exercices. C'était d'autres personnes. Ok. Et les 5 personnes qui étaient sorties de la Et salle? ils ne sont jamais revenus. Elles ne sont jamais revenues. Ah, d'accord. Ok. Et tu te Et tout est passé là. Et là, ils avaient même refusé de me payer parce que normalement, dans le contrat, disait que je devais recevoir 50% de ma prestation avant. Ils ont refusé de me payer au début. Pourquoi? Peut-être, je sais pas. Ils doutaient. Et j'ai pas réclamé. J'ai dit, je veux le faire. Je veux le faire. Et je le fais. Quand je finis, ils m'appellent. J'ai dit 2 jours de formation, $2 400. Je me dis, et je regarde mon salaire. À l'époque, c'était 4 fois mon salaire. Je dis, ah, waouh. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Là, c'était votre premier gros poisson, $2 400. Ouais, exactement. Je ne sais pas si vous êtes très à l'aise avec le chiffre, le plus gros montant que vous avez gagné avec le coaching aujourd'hui. Alors, le plus gros montant que j'ai gagné en tant qu'entrepreneur, parce que au-delà du coaching, je suis aussi entrepreneur, j'ai réussi à lever $250 000 en 6 mois. Il y en a toujours un peu... Non, je l'ai perdu. Ah, d'accord. Je l'ai perdu, ça m'a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Un de mes associés a disparu avec une partie de l'argent. Wow. Ça fait sombrer l'entreprise. J'ai plongé dans la dépression entre 2020. Donc, c'était une période compliquée, difficile. Il faut nous raconter un peu plus en détail. On aime bien les histoires ici. Ah, c'est vrai. Oui. Alors, j'ai fait une pause de ma carrière, donc un peu entre mi-2020 et j'ai vraiment repris ma carrière en 2022. Et là, parce que j'ai connu une période très, très, très compliquée de ma vie, de mon business et de ma vie. Donc, ça touchait en fait tout le domaine. J'avais atteint un niveau de stress, un niveau de dépression où je dis à ma femme, mon téléphone sonne, donne-moi mon téléphone. Elle me dit, ça fait 2 semaines que ton téléphone est éteint et c'est moi qui l'ai. Ton téléphone ne sonne pas. Je dis, moi j'entends mon téléphone sonner. Je passais de nuit où, si je peux compter les heures où je dormais, c'était 2 heures. Je pouvais pas, j'avais sommeil, mais je pouvais pas, j'arrivais pas à fermer les yeux. Pas du tout. Parce que tu avais des investisseurs qui réclamaient leur argent à gauche, à droite. Et surtout, je me dis, ah, moi, le grand coach. Tu vois. Et je pense que aujourd'hui, avec un peu de recul, le problème n'était pas la situation. Le problème, c'était le jugement que je faisais sur moi-même, en fait. Tu vois. Et c'est ça ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pas la situation qui doit changer pour que vous bien vous sentir. C'est vous qui devez changer. Okay. Parce que la situation va durer. Si la situation dure 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est ça qui pousse les gens au suicide. Et cette expérience m'a poussé à écrire un livre aujourd'hui, Reste en vie. Et j'étais là vraiment au bas et j'avais plus de relation avec... je pouvais pas communiquer. J'étais tout le temps dans la chambre. Je pouvais pas échanger. Et un ami vient me chercher à la maison. Il me dit, tu vas rester chez moi. Parce qu'un jour, je me réveille, je dis à ma femme, prends soin de ma fille. Si je suis pas là, ne rentre pas chez toi à la maison. Ne rentre pas chez vous à la maison. Tu vas aller rester chez elle. J'appelle mon pasteur. J'ai dit, prends soin de ma femme. Prends soin de ma fille. Et ma femme en parle à un ami. Et cet ami vient me chercher. Il me dit, il me prend comme ça. Tu restes chez moi. Donc, tant que tu te guéris pas, tu restes chez moi. Donc, je suis allé rester chez moi 6 mois chez cet ami. 6 mois. Je sortais pas. Et j'avais perdu ma santé. J'étais devenu là. Et c'était quelque chose qui me rongeait de l'intérieur. C'était vraiment à la fin. Et un jour, j'étais là. Je regardais ma fille. Il y a 2 choses qui m'ont aidé, en fait, au-delà de la prière. Je regardais ma fille en train de jouer, qui venait vers moi, innocente. « Papa, viens, on va jouer !» Et là, une voix m'a dit, « Si tu te suicides aujourd'hui, voici la leçon que tu vas laisser à ta fille.
lorsque la vie sera dure, difficile, il faut mettre fin à la vie. C'est ça la leçon que tu veux laisser. Et là, je me dis non. J'ai dit, même si je meurs, mais qu'on dise à ma fille, ton père s'est battu. Quoi qu'il arrive, il faut continuer à se battre. Et, je sais pas, un de mes anciens employés me fait un SMS. Dit, coach, je sais pas ce que tu vis, mais tout ce que je peux te dire, reste en vie. Et cette phrase a tellement résonné fort dans mon esprit. J'ai dit, tout ce que je peux faire maintenant, c'est de rester en vie. C'est de me battre. Pas de changer la situation, pas de changer mes problèmes, pas de changer mes difficultés. Non, mais de rester en vie. Et j'écris le livre Reste en vie, comment vaincre la dépression, l'anxiété, le burn-out. Et voilà, tout est parti de là. Je commençais à me reconstruire. Je commençais à me documenter, à savoir comment je gère la dépression, comment on gère tout ça. Et entre tout ça, tu es en train de te guérir, et ben tu te retrouves en prison. Ok. Mais ce qui est bien, tu te retrouves en prison, mais tu n'es pas inquiet. En fait. Parce que si tu es dans le processus, peu importe ce qui arrive, tu es sûr que tu es en train de te construire de l'intérieur. C'est ça ce qui était merveilleux. Et c'était une belle expérience, la prison. Ok. Ouais. D'accord. Ouais, je te dis, c'était une belle expérience, la prison. Et c'est la première fois que je parle de la prison. Hein, ok. Ah, on a l'honneur, merci. Ouais. Et voilà. Et c'est là. Et dès que je ressors de la prison, et là, je prends un de mes plus gros marchés jusque-là avec Manjabo. Donc, j'ai été sélectionné en tant que coach en entrepreneuriat à la première édition de Manjabo. Et là, c'était un message fort, en fait, pour dire, peu importe combien de temps ça prendra pour résoudre ton problème, ça finira par se résoudre. Les opportunités que tu n'as pas calculées, que tu n'as pas pensées, quand tu prends la décision de te reconstruire, Dieu ouvre le chemin. Ok. Bon, l'histoire vraiment m'a laissé sans voix. Quand vous vous rendez compte que vous devez rester en vie, quels sont les schémas que vous avez utilisés pour... et surtout, la prison ne vous brise pas. Ça, vous vous dites, vous faites d'abord combien de temps en prison? Bah, allez, c'était pas long, hein, je ne veux pas exagérer, c'était quoi, 2-3 jours. Ah, ok, ah, d'accord. Ok. Ben bon, en gros, ça a pris 1 semaine pour que je sorte. Ok. Et puis vous revenez à la maison chez l'ami? Dès que je sors, non, déjà avant que je me retrouve à la prison, j'étais déjà chez moi. Donc je rentre chez moi. Voilà. Ok. C'est là que vous mettez dans les processus de guérison, de la dépression, tout ça? Ouais, le processus avait déjà commencé. Chez l'ami? Voilà, bien avant. Vous avez, bon, en résumé, les étapes de la guérison que vous avez reçue. C'est vrai que sûrement c'est dans le livre pour ceux qui voudront approfondir, mais là pour l'instant, pour ceux qui passent par des moments très difficiles dans différents domaines, peut-être c'est pas forcément pour de l'argent, mais la vie est difficile, la vie est compliquée, c'est dur, ils ont envie de mettre simplement fin à leur vie. Quels sont les conseils que vous leur donnerez pratiquement, qu'ils peuvent mettre en pratique, qui vous ont aidé, vous? Alors, 2 choses importantes qui m'ont aidé. Et 2 choses aussi qui clouent les gens, en fait, dans la dépression et surtout qui amènent les gens qui amènent les gens au suicide. C'est juger soi-même de la mauvaise manière. Et surtout si vous êtes, en fait, la cause ou le responsable du problème. Si vous avez fait quelque chose qui a créé la situation, c'est de vous juger vous-même. Vous dites, ah, je suis pas une bonne personne. J'aurais dû écouter, j'aurais dû faire ça. Et les jugements accepter aussi les jugements des autres. Ah ouais, tu nous avais menti, tu nous avais trompé, tu nous avais. Ce qu'il faut faire, dites-vous, je suis pas l'erreur. J'ai posé un acte, j'ai dit quelque chose, j'ai été maladroit, mais c'est pas ça qui me définit. Je suis pas l'erreur. Ah ouais, on t'avait dit de ne pas épouser cet homme, tu vois, mais non. Ah ouais, est-ce que je suis une mauvaise personne? Je n'écoute pas les jugements de gens. Si tu avais écouté. Non, tu n'es pas l'erreur. Parce que toi, tu peux t'améliorer. Tu peux bien agir. Tu peux devenir ce que tu es véritablement. Il y a le bien en toi. Il y a l'amélioration en toi. Il y a toutes les possibilités en toi. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est là, quand j'ai saisi ces pouvoirs-là, j'ai dit, je fais la différence entre la situation et moi. Non. Moi, je suis à l'intérieur, la situation est à l'extérieur. Quand tu prends la situation, vous la menez à l'intérieur, c'est ça qui détruit, c'est ça qui brise.
Donc la situation, laissez la situation extérieurement. Vous commencez à travailler sur vous. Ne regardez plus la situation. Cherchez à trouver justement la force de vous relever, la force de vous redéfinir. La deuxième des choses, c'est se pardonner. Excusez-vous vous-même, pardonnez-vous vous-même. Si vous voulez même comprendre la puissance, je pense que la puissance du pardon ne commence pas lorsqu'on pardonne les autres, lorsqu'on se pardonne à nous-mêmes. J'ai dit, ah ouais, j'ai mal agi. Je me pardonne à moi-même d'avoir mal agi. Je m'excuse. Parce que moi, l'expérience, parce que j'étais, jusqu'à ces problèmes-là, j'étais l'homme le plus sain du monde. Irréprochable. Un mari irréprochable. Un coach irréprochable. Dans tout le domaine. J'étais là. Tu vois, les summum. Et à cette époque-là, je ne connaissais pas une entreprise qui avait réussi à lever 250 000 $. À l'époque, je connaissais une seule qui avait réussi à lever 500 000 $. Donc, j'étais après lui, c'était moi, quoi. C'était mon entreprise. Donc, apprendre à se pardonner à soi-même. Je dis, ah ben, je suis pas parfait, je l'accepte. Acceptez votre imperfection. Ah, Christine, t'es pas parfait. Tu peux mentir. Tu peux mal agir. Tu peux aussi te tromper. Je me pardonne. Okay. Et là, je prends la décision de devenir une meilleure personne. Donc, je pense que déjà ça, c'est vraiment ces éléments-là qui m'ont aidé. Ce qui fait aujourd'hui, est-ce que le jugement de gens ont changé? La réponse est non. Est-ce que les gens vont parler positivement de moi? La réponse est non. Mais moi, comment je me parle à moi-même? Comment est-ce que je me définis? C'est ça qui va changer les résultats. C'est ça qui va amener l'amélioration de soi-même. C'est ça qui va amener des solutions. C'est ça qui va faire de vous une meilleure personne. Le plus important, c'est vous construire. Est-ce que je vais encore avoir la même réputation? Peut-être, peut-être pas. C'est pas ça le sujet. Donc, si vous voulez que votre verre qui a été sali puisse devenir tout blanc, continuez à bien agir. Et avec le temps, c'est le temps. 5 ans, 10 ans après, restez constant. Agissez correctement. Et bien, votre histoire changera. Sans entrer dans beaucoup de détails, quand vous vous rendez compte que vous n'avez plus l'argent, comment ça se passe? Comment vous annoncez aux investisseurs? D'abord, à qui vous l'annoncez en premier? À personne. Oui, parce que c'était un sérieux problème de communication déjà à l'époque. Donc, je l'annonce à personne. J'attends que la situation s'aggrave en fait. Ça pire. Parce que je me disais, comme je l'ai dit à l'époque, je me considérais l'homme le plus sain, parfait. Ben, allez, je vais me relever, je vais me battre, ça va marcher. Je vais retrouver si je peux le faire. Enfin, je suis quand même coach. Et pourtant, accepter la situation. Aujourd'hui, parce que je comprenais pas aussi certains principes aussi en affaires. Okay? Comment se protéger juridiquement? Est-ce que c'était vraiment une faute? Parce qu'aujourd'hui, quand tu es en affaires, quelque chose, allez, c'est pas une faute, c'est pas de ta faute, mais juridiquement est une faute. Donc, une faute juridique et une faute, c'est complètement différent, tu vois. Donc, c'est pas ta faute. Mais juridiquement, c'est ta faute. Donc, déjà ça. Donc, je suis resté là et quand il y a eu maintenant de conséquences, quand je pouvais pas, justement, tenir les délais des remboursements de mes investisseurs, c'est là où les choses ont commencé à mal se passer. Ouais. Okay. Et là, allez, j'en parle à ma femme, j'en parle à mon Comment pasteur. elle réagit? C'était difficile. C'était difficile. C'était parce que c'était une confiance qui a été brisée. Confiance qui a été brisée. Et heureusement que j'ai épousé une très bonne femme. Heureusement. Okay. Donc aujourd'hui, je tiens à ma guérison à 80% à ma femme. Parce qu'elle était patiente. Parce que imagine-toi comment tu peux être patiente envers un mari qui a tout perdu, envers un mari qui a sombré dans la dépression, envers un mari qui ne peut pas te parler, avec qui tu ne peux pas tenir de conversation. Voilà. Donc tout ça, elle était patiente. Et tout le jour, je lui dis, ah, c'est elle que je vais épouser. Ah, ok. D'accord. On passe un peu cet épisode assez sombre. Ouais. Parce que vous faites du coaching, tout ce qui va avec, conférencier, il faut beaucoup de confiance en soi, il faut beaucoup de travail sur votre personne.
vous l'avez toujours eu cette confiance en soi ou bien vous avez développé ça? Alors, un coach n'est pas parfait. Un coach je n'ai pas toujours confiance en moi à 100% et tout le temps. Ok. Donc, c'est qu'un coach, c'est quelqu'un qui sait appliquer le principe tout simplement. Même un coach peut sombrer, même un coach peut manquer de confiance. Donc, un coach, c'est juste quelqu'un qui maîtrise l'art d'appliquer les principes, qui a sondé les principes, qui a compris les concepts, voilà, qui sait les appliquer. Donc, que les gens arrêtent de voir des coachs comme étant des gens, des êtres parfaits, des gens qui maîtrisent. Non, un coach se construit aussi. Parce que ailleurs, là où le métier, parce qu'ici, au Congo, en RDC, parce que j'ai vu que le métier n'est pas encore structuré. Parce que j'ai vu dans notre pays, le métier est de plus en plus structuré. Aujourd'hui, ici, tout le monde se réveille le matin disant, eh ben, je suis coach. Je dis, mais comment t'as fait pour être coach? Certes, à notre époque, c'était possible, mais quand les choses évoluent, c'est plus le cas. Tu vois, on peut plus devenir coach aujourd'hui en se réveillant le matin. Parce qu'il faut suivre le processus. Donc, ce que je nous reproche aujourd'hui parce qu'on n'a pas créé d'école, on n'a pas créé de structure, mais on est en train de s'organiser. Donc, un coach, c'est pas quelqu'un qui est parfait. Donc, un coach aussi s'améliore. Donc, le manque de confiance en soi, le doute, la remise en question, tout le temps, ça m'arrive. Et comment vous faites pour gérer tout ça? Je prends un peu de café. Ah, c'est tout. C'est tout. Ah non, évidemment, non. Ah non. Bon, comme j'ai dit, c'est juste l'art. Quand je sais que ça se passera bien. Quand dernièrement, par exemple, je me suis retrouvé dans une société minière, fin fond là, à Kolwezi, il fallait faire une formation. Je dis, comment je vais faire? Je dis, bon, ok. De toute façon, ce que je sais, ça va bien se finir. Et ça vous est déjà arrivé lors, que ce soit un coaching, une conférence, vraiment parce que vous vous sentez mal, pas la santé, mais dans votre tête, tout ça, là, vous puissiez mal prester? Ça vous est déjà arrivé? Oui. Oui, plusieurs fois. Ben souvent, c'était dû au manque de préparation, en fait. Ouais. Ou vraiment, ça s'est fini en catastrophe. Vous pouvez nous raconter une séquence comme ça? Ah non, je me rappelle pas, j'ai toujours été bon dans mes présentations. Mais... Très bon. Vous savez, ça vous est déjà arrivé, en fait? Mais ça finit toujours bien. Ah, d'accord. Ça commence mal et ça finit bien. Ouais, ça fait... Bon, allez, j'ai 10 ans dans le métier. Alors, dans la plupart du temps, c'est toujours le même sujet, le même concept. Allez, on finit par maîtriser le principe et même quand je ne me prépare pas, ça arrive. Par contre, j'ai arrêté, en fait, comme je disais, j'ai arrêté parce que je me sentais pas bien dans ma peau pendant cette période-là. Donc, c'est vraiment vers la fin de l'année passée, cette année, que j'ai effectivement repris des prestations publiques, vraiment, où on m'invite. Et toutes ces années, j'ai toujours décliné, en fait, des prestations parce que je me sentais pas bien. Et pour revenir à ta précédente question, parce que je voulais retrouver confiance en moi. Okay. Voilà, okay. Je voulais retrouver confiance en moi, avoir cette force-là de se tenir devant et pour prester. Oui, ça peut... Au début, ça m'arrivait, oui. Au début de ma carrière, oui. Tu arrives vraiment, tu as ta présentation, tu arrives là, tu bugs vraiment devant. Hein. Ah, ouais. Quand je commençais à tester d'autres publics, quand j'ai quitté les salons de mes parents, ouais, c'était compliqué. Mais après, maintenant là, j'ai l'art. Ah, que ce soit aux États-Unis, partout où vous voulez, ben, vous allez d'être ça. Je fais le job. Ok. Et ça vous est déjà arrivé d'organiser une formation flop? Genre, oui. Comment c'était ça? Alors, mes premières formations, et quand j'ai repris, en début 2022, j'ai dit, ok, je vais un peu tester quelque chose, une conférence. Quand même, je suis le coach Christelle, les gens vont venir. Donc, du coup, j'ai loué une salle de 250 places. Ben, j'ai annoncé, j'ai dit, ah non, moi, parce qu'à l'époque, je pouvais annoncer un événement en 2 jours, j'avais 500 personnes dans la salle. Hein. J'ai dit, bon, allez, quand même, je suis le coach Christelle. Allez, 150 places, c'est rien. Donc, je vais juste communiquer à une semaine de l'événement. En plus, c'est gratuit. Ben, ok, les jours de l'événement, ben, j'ai eu 50 personnes. Ok. Ouais, j'ai 50 personnes. Et des événements payants aussi, il y a déjà eu des flops? Oui, au début, oui. Mais je me rassure toujours que mes événements puissent être rentables. Ouais. Je sais comment rentabiliser mes événements. Donc au début, oui, quand les gens ne comprenaient pas, même si tu fais, je dis mais... Et je commençais à accuser les Congolais. Les Congolais n'aiment pas se former.
Même une formation de 5 $, les Congolais sont méchants, sont mauvais, les gens n'aiment pas la formation. Je crois que le problème, c'était pas le Congolais, le problème, c'était moi. C'était moi parce que voilà, j'étais pas encore au niveau, j'étais pas encore au top, je pouvais pas encore attirer. Oui, je faisais tu fais une dépense de 500 $ et puis un retour de 200 $. Donc, bon, à l'époque, ça se couvrait parce que je travaillais. C'était pas très grave que ça. Mais après, avec le temps, je pouvais rentabiliser même. Hein. J'ai même rentabilisé une formation où j'ai juste mis la voix, j'ai enregistré des pistes et ben je me suis fait 2000 $ en une semaine. Vous allez nous apprendre après, ça dit qu'on arrête les caméras. Oui, comment gagner 1000 $ chaque mois grâce aux réseaux sociaux. C'est ça les titres de la formation. Ok, je peux en avoir. Vous êtes dans Métaracon, je peux avoir gratuit, non? Ouais, c'est à 50 $ gratuit. Ah, non, il n'y a pas. Ok. Alors, vous avez des regrets aujourd'hui par rapport à votre parcours, votre histoire? Non, plus de joie. Comme on dit, plus de peur que de mal. Je pense que j'ai pas de regrets. C'est un bonheur, un plaisir. Donc, je reste positif. Je me dis, il fallait que l'échec arrive à un moment donné dans ma vie. Voilà. Aujourd'hui, tout ce que je dis, tout ce que je partage, je me sens beaucoup plus vivant, en fait. Beaucoup plus, pas vrai, mais beaucoup plus authentique. Voyez-vous? Et j'ai compris aujourd'hui l'importance, la puissance de ce que je disais aux gens. Plus que la manière dont je le disais il y a 10 ans. Vois-tu? Et j'ai pas de regrets. Et voilà. Ok. Alors, petit à petit, on tend vers la fin. Alors, qu'est-ce que nous réservent les coachs d'ici 5 ans? Comment vous vous voyez? J'avais dit président de la République. Ah non. Je veux pas être président, ça c'était juste pour blaguer. J'étais pour blaguer. Je veux pas de problème. Donc, je suis à la politique, je parle pas de politique, j'ai jamais parlé de politique. Bon, pas jamais, je sais pas, mais je parle pas de politique sur mes réseaux sociaux. Ok. Alors, ce que je réserve d'ici 5 ans, en tout cas, je réserve des meilleures sessions, des conférences, de challenges, de transformation des soirs. J'ai planifié, il y a un spectacle que je dois faire. Ah bon? Tu connais le titre? Non. J'ai brisé les rêves de mon père. D'accord. Alors moi, mon plus grand rêve, c'est de faire vraiment des sessions, des transformations, des conférences. Quand je dis aux gens à l'américaine, tu vois, un peu de show, un peu de lumière, un peu, voilà, tu vois. Et aujourd'hui, l'humour, par exemple, prend de plus en plus de l'espace. J'ai dit aux gens, les humoristes font des spectacles pour faire rire. Et moi, je fais des conférences pour pousser à agir. Ok. Donc, je vais vraiment faire des sessions avec de gros titres. Et là, je me suis préparé forcément à dire de choses, vraiment de choses puissantes qui feront peur. Je ne sais pas si ça fera peur. Mais vraiment de principe. Parce que jusque-là, je considère qu'on n'a pas vraiment parlé du développement personnel. On n'a pas encore parlé de la puissance du développement personnel aujourd'hui en RDC. Il est temps. Je pense que quelque chose qui va faire sortir beaucoup de jeunes, même la population congolaise, vraiment de la pauvreté mentale, même financière, c'est vraiment, il faudrait qu'on définisse comment on devient riche au Congo, comment on réussit. Ah ça, moi j'ai envie de savoir. Quelles sont les informations qu'il faudrait avoir? Quels sont le principe de réussite au Congo ou en Afrique ou partout? Il faut que quelqu'un le dise, il faut que quelqu'un le porte. Et moi, quand je commençais ma carrière, je me disais, je veux être la voix la plus motivante de RDC. Et c'est quoi votre définition de la réussite? Être avec ma fille, l'avoir toujours joyeuse et rendre ma femme heureuse. Bon, par rapport à notre événement aussi, parce que c'est pas tout le monde qui va s'identifier à ça. Voilà, maintenant pour parler vrai, alors ça c'était, tu vois, il y a des choses qui sont vraiment personnelles. Alors maintenant en termes de principe de réussite, alors je vais répondre comme tout le monde. Ensuite, je vais pousser chaque personne à personnaliser sa propre réussite. Donc, tout le monde dit que la réussite c'est atteindre un objectif, ce que toi tu veux accomplir. Donc oui, c'est vrai, c'est ça la réussite. Mais comment tu définis tout ça? Comment tu arrives à connaître que d'ici 10 ans, la réussite n'est pas un événement. La réussite est un résultat. Donc, comment arriver à ces résultats? La réussite, c'est pas un anniversaire. Tu sais que l'année prochaine, à la même date, je vais fêter. Non, ça, c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est un résultat. Comment je fais pour produire ça?
vois-tu? Donc, maintenant, il faut établir ce qu'on appelle un plan de développement personnel ou un plan d'accomplissement. Donc, j'ai créé un livre, Comment atteindre ses Ouais, le coach, il se vend. objectifs. Il manque pas d'occasion de se vendre. Donc, Comment voilà. atteindre ses objectifs et réaliser son plus grand rêve. OK. Donc, c'est vraiment arriver à se dire, OK, qu'est-ce que je vais sur le plan financier? Moi, je suis pas les gens qui disent, ah, réussir, c'est pas financièrement. Réussir, c'est aussi financièrement. OK. Combien tu veux gagner d'ici 5 ans? Lorsque tu vas arriver, tu sais évaluer ta réussite. Voyez-vous? Moi, aujourd'hui, je peux dire, ah, sur le plan financier, j'ai pas réussi. Parce que j'ai 36 ans. Quand j'avais 25 ans, je me disais qu'à 25 ans, je dois gagner mes premiers millions de dollars. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas réussi. Mais d'ici 45 ans, je dois gagner pas les 1 million. Mais je ne te dirai pas le montant. Donc, Okay. Donc, c'est plus. voilà, largement bien plus. Donc, c'est vraiment cet objectif. C'est sur ces résultats-là. Je travaille sur ces résultats-là. Je regarde ma fille aujourd'hui, je dis, quelles sont les capacités, le talent que je vais voir ma fille développer ou découvrir, ensuite l'aider à développer. Alors, je vais voir ma fille être capable de parler anglais à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que je fais? Donc, je ne vais pas l'inscrire dans une école où on ne parle pas anglais. Tu vois, je veux dire. Donc, vous devez identifier dans chaque domaine quels sont les indicateurs. La réussite, c'est comme c'est un résultat. Un résultat, on le voit par un indicateur. Quels sont les éléments qui vont vous identifier? Tout le jour aussi, tu peux déterminer si tu as réussi ta journée ou pas. Ah, cette journée, il fallait que je gagne 1 000 $. Mais je n'ai pas gagné 1 000 $, je gagnais 100 $. Je n'ai pas réussi. Mais est-ce que pour autant, plus qu'on ne réussit pas, on doit être triste? Ça, c'est un autre sujet. Comme je l'ai dit, c'est un résultat. Il faut toujours apprendre à évaluer le résultat que vous voulez. Alors, moi, je commence une relation amoureuse. Qu'est-ce que je veux de mon mariage d'ici 5 ans? Comment je veux voir ma femme? Comment je veux voir mon mari? Où est-ce que nous voulons arriver? Voyez-vous? Donc, il faut définir ce qu'on appelle les indicateurs qui vont vous aider à évaluer justement le résultat que vous êtes défini. OK. Merci pour cette séance du coaching. Donc, la réussite, c'est un résultat. OK. Merci pour la séance. C'était pas gratuit. Ah bon? Bon, on verra ça après. Là, Alors, pour vous réussir en RDC, c'est un mythe ou une réalité? Alors, réussir en RDC, mythe ou réalité? Que je parle vrai? Oui. C'est une vérité. C'est possible de réussir en RDC. C'est une vérité. Réalité. Sur beaucoup de plans, c'est pas possible. Ouais, faut être franc. Sur beaucoup de plans, c'est pas possible. Et comme j'ai dit toujours aux gens, la seule personne qui vous aidera à réussir, c'est pas le pays, c'est vous-même. Si vous vous dites d'être riche, même dans un désert, vous allez devenir riche. Donc, on va dire c'est une vérité. Une fois que vous acceptez, parce que quand les gens disent mythe ou réalité, les gens regardent l'environnement. Oui, quand on regarde l'environnement en RDC, c'est pas une réalité. Hein. On est loin, très loin de cette réalité. Mais si c'est une vérité que vous vous dites en vous-même, que je vais réussir en RDC, peu importe où vous êtes, vous savez, je sais pas, peu importe même là où il y a la guerre, peu importe là où vous êtes, si vous dites que je vais réussir, que je vais arriver, vous allez arriver. Donc, faites en sorte que la vérité que vous croyez puisse devenir votre réalité. OK. Bon, j'en profite pour vous inviter ce 18 octobre au Pullman, on peut en parler. Le coach a dit, il verra s'il pourra venir. Donc, si vous êtes disponible, venez, vous allez échanger avec le coach. Il sera probablement là avec muni de ses livres peut-être pour en vendre. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Ici, c'est un peu notre coutume. On aime bien que les gens puissent, comme on dit dans la langue des Chinguba, Kamabanga. Oui, non, Permo Chali Mabanga. Ensuite, vous allez dire votre mot de la fin. Ah, que je dis à qui est-ce que je salue? Oui. Ah, je suis tellement amoureux de ma fille et de ma femme que c'est à elle que je pense tout le temps. Donc, je salue ma femme, salut chérie. Salut ma fille, salut Keira. OK. Votre mot de la fin? Mot de la fin, c'est-à-dire la fin de ma vie ou la fin de l'émission? Non, la fin de l'émission seulement. On a encore besoin de vous. Pas sûr que j'ai bien compris la question. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un vraiment plaisir. Ça fait plaisir. C'est une première émission où je parle vraiment à cœur ouvert de ma vie, de ces choses. Et tu fais un très bon travail. Plein succès à toi. Et toutes les personnes qui prennent le temps de suivre, toutes les personnes qui passent, ton émission puissent vraiment saisir parce que c'est gratuit. Donc, tu réussis à leur donner à leur livrer des vérités gratuitement. Et je prie vraiment que ta réussite puisse être à la Oprah.
Amen. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'était un plaisir pour nous de vous avoir sur ces plateaux. On a beaucoup appris, du coaching, de l'expérience, des histoires. Nous, on aime ça dans Mets ta raconte. Donc, 40 minutes où on raconte que des histoires dans le but d'inspirer les personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent parfois dans des situations et se disent là, c'est la fin. Bon, d'accord. Ok, cher téléspectateur. Toi, tu as perdu que $500. Tu es là, tu as envie de te suicider. Voilà, nous, il y a un résultat vivant là, de $150 000 d'autrui. Faut suivre l'émission jusqu'à la fin. Alors, merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'était un grand plaisir. On se retrouve dimanche prochain avec un nouvel invité pour une nouvelle histoire. À très bientôt.